Est-ce qu'au Canada, c'est compliqué d'ouvrir un business comme ça? Est-ce qu'il y a trop de normes ou alors ça va? C'est plutôt que... C'est pas compliqué. Parce que s'il était comme les autres que j'ai approchés par le passé, qui ont dit non, je veux pas, parce qu'ils avaient peur de partager. Parce qu'ils se sont dit, ah ben si je partage mon savoir, ils vont me surpasser, ils vont me dépasser sur le marché, et puis non, j'aurai plus de clientèle. Mais ça avoir un esprit faible. C'est une petitesse d'esprit. Quand on raisonne comme ça, c'est clair qu'on ne peut pas grandir. On va toujours être le petit épicier du coin. Pourtant, on peut avoir de grosses épiceries, plusieurs épiceries, et en faire une franchise. C'est ça être visionnaire, c'est ça avoir un grand esprit, c'est ça voir loin. Et tant que... Bonjour, bonsoir, bienvenue chez notre partenaire Lovaf, bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci, mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous allons mettre en lumière un entrepreneur de notre chère communauté, tout simplement Lionel de l'épicerie Lovaf. Dans le témoignage que vous allez voir tantôt, vous allez voir les difficultés par lesquelles il est passé pour pouvoir créer son entreprise, son épicerie, et comment, à travers cette idée, il accompagne pas mal d'autres personnes qui veulent se lancer aussi en entrepreneuriat. Mais déjà, d'après Statistique Canada, d'après l'OCDE, d'après la Banque du Canada, on comptera au Canada entre 85 à 88% de la population salariée. Vous comprenez donc qu'il y a une très grosse majorité de personnes salariées. Et qui dit donc une forte majorité de personnes salariées veut dire que l'autre pourcentage est détenu par des entrepreneurs. Parce que très souvent, en Amérique du Nord, quand on dit entrepreneur, ça s'assimile à travailleur autonome ou travailleur indépendant. Bien sûr, on compterait entre 12% à 15% de travailleurs autonomes. Alors, cela laisse sous-entendre qu'il y a beaucoup d'opportunités à se partir en entreprise, à se lancer en entreprise, à créer son entreprise. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous comprenez la pertinence de prendre les formations, vous comprenez aussi que dans ces formations, lorsque vous avez compris, en fait, vous avez une idée de business que vous voulez matérialiser, lorsque vous avez un très bon plan d'affaires, il vous est possible d'aller chercher du financement auprès de toutes ces banques, auprès de toutes ces institutions financières canadiennes qui n'attendent que vous. Malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas compréhension ou bien n'ont pas moyen de financement. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers notre formation, comment ouvrir une épicerie au Canada, ou encore à travers notre partenaire RCR Group Conseil, on accompagne jusqu'alors des centaines de personnes à monter leur entreprise, mais surtout à parfaire leur plan d'affaires en vue d'aller chercher du financement. Parce que à la fin de la journée, c'est de ça qu'il s'agit. Tous ceux qui veulent se lancer en entreprise, tous ceux qui veulent ouvrir leur entreprise, la majorité des personnes nous disent à chaque fois, c'est un problème d'argent. Je n'ai pas assez les fonds nécessaires pour pouvoir ouvrir mon restaurant, pour pouvoir ouvrir mon épicerie, pour pouvoir ouvrir mon salon de coiffure, pour pouvoir ouvrir mon cabinet conseil, pour pouvoir, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle le Canada est quand même une terre d'opportunité dans ce sens où on encourage les personnes à entreprendre. On encourage les travailleurs indépendants et les travailleurs autonomes. On est prêt à leur financer. Mais bien sûr, il va falloir venir avec un bon plan d'affaires bien établi, qui est clair, concis et précis. Parce qu'à la fin de la journée, vous ne pouvez pas venir prendre un financement à un bon taux, bien sûr, si vous n'avez pas un plan d'affaires qui peut prouver auprès des banquiers ou bien des institutions financières que votre activité sera rentable. Parce qu'à la fin de la journée, ici, il s'agit de parler d'argent, de cash. Si vous ne venez pas avec une activité rentable, aucune personne ne vous prêtera de l'argent. Mais bref, on parle. Le plus important pour moi, c'était que vous reteniez qu'il va falloir prendre des formations. Et ce, dans plusieurs domaines. Si demain, par exemple, vous voulez peut-être ouvrir une chaîne de restauration et que vous savez que, tiens, il y a tel qui donne une formation dessus et que même si c'est même pas un individu qui donne la formation et que ça se donne à l'université ou dans une école privée, etc., vous la prendrez à coup sûr. Vous la prendrez parce qu'à la fin de la journée, vous voulez avoir la bonne formation afin d'éviter les erreurs. Ce n'est pas pour rien qu'on va se former, surtout dans les domaines professionnels, comme par exemple la boulangerie, comme par exemple devenir chef cuisinier, comme par exemple la couture, comme par exemple la menuiserie, etc. Il y a des domaines très techniques dans lesquels vous n'avez pas de choix que de vous former. Parce que si vous ne vous formez pas, vous allez créer plus de catastrophes que de bien-être auprès des personnes vers qui vous allez donner du service. Et donc, trêve de bavardage, c'est la raison pour laquelle
À travers la formation que nous donnons déjà depuis plusieurs années, nous accompagnons plusieurs personnes à ouvrir une épicerie au Canada. Suivez le témoignage de Lionel, l'un des formateurs, l'un des personnes avec qui je travaille, qui apporte sa pierre à l'édifice en aidant d'autres membres de notre chère communauté à pouvoir devenir aussi leur propre patron, à pouvoir aussi ouvrir leur épicerie comme il a fait. Et la beauté, c'est que contrairement à d'autres personnes, parce qu'avant de travailler avec lui, j'ai approché d'autres épiciers, mais il y avait ce mindset en arrière de la peur du partage, la crainte de partager son savoir, du fait qu'une fois que ça sera partagé à d'autres personnes, ils deviendront notre concurrent et peut-être qu'ils pourront prendre une grosse part du marché. Et pourtant, le marché est vaste. C'est ce que je ne comprends pas et ce que je ne comprendrai jamais. Pourquoi le monde a peur de partager, a peur de diffuser un savoir qui plus est peut aider une communauté à grandir. Et c'est ce que Lionel a fait. Lionel, lui, il a eu le déclic, il a eu la bienveillance de se dire pourquoi pas. Je suis dans le domaine déjà depuis plus de 5 ans. Je vais partager mon savoir. Je veux redonner à ma communauté ce que je sais. Et aujourd'hui, il n'est pas inquiété. Il n'est pas inquiété de voir que tel a ouvert à Québec, tel a ouvert à Montréal, tel a ouvert à Saint-Jérôme, tel est en train d'ouvrir à Ottawa, etc. Et c'est ça que moi j'appelle la satisfaction d'avoir permis à plusieurs personnes de la communauté de pouvoir évoluer. Parce que s'il était comme les autres que j'ai approchés par le passé, qui ont dit non, je veux pas, parce qu'ils avaient peur de partager. Parce qu'ils se sont dit, ah ben si je partage mon savoir, ils vont me surpasser, ils vont me dépasser sur le marché, et puis non, j'aurai plus de clientèle. Mais ça, c'est avoir un esprit faible. C'est une petitesse d'esprit. Quand on raisonne comme ça, c'est clair qu'on ne peut pas grandir. On va toujours être le petit épicier du coin. Pourtant, on peut avoir des grosses épiceries, plusieurs épiceries, et en faire une franchise. C'est ça être visionnaire. C'est ça avoir un grand esprit. C'est ça voir loin. Et tant que, malheureusement, nous ne comprendrons pas cela, nous serons toujours une communauté en arrière. Nous serons toujours une communauté qui ne verront jamais les choses à grandeur nature. Nous serons toujours une communauté égoïste. Une communauté qui donne l'impression d'être chaleureux, solidaire, mais il n'en est rien. Parce qu'à la fin de la journée, il faut qu'on se dise les vraies choses. L'individualisme fait partie de notre ADN. On peut le voir au quotidien au Canada. On le voit. Bref, j'ai trop parlé. Suivez le reportage de Lionel, vous allez en apprendre davantage sur lui. N'hésitez pas, pour tous ceux qui veulent se faire accompagner par nous sur l'ouverture d'une épicerie au Canada, cliquez tout simplement sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez ouvrir votre épicerie au Canada et de devenir votre propre patron et de faire partie des 15% des travailleurs autonomes au Canada. Sinon, on se dit à très bientôt. Je vous laisse suivre la vidéo et j'attends votre retour dans les commentaires. Ciao. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi. Le plaisir est le mien. À Montréal. Est-ce que tu peux juste commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas encore? Moi, je me nomme Lionel Patrick Douala Nayang. Je suis au Canada depuis 12 ans. Je suis propriétaire de l'épicerie Lova, située à Laval. Et là, c'est là-bas que nous sommes en ce moment. Très bien. Tu vends de la nourriture africaine dans cette épicerie, très clairement. Oui. Moi, ça m'a fait plaisir parce que je ne sais pas si c'est le cas ici au Canada, mais en France, en tout cas, la plupart et la très grande majorité des gens qui vendent de la nourriture africaine, ce sont des Asiatiques, des Chinois, des Pakistanais. Est-ce que c'est le même constat ici? Qu'est-ce qui t'emmène dans ce secteur? C'est un concours de circonstances. Bon, d'abord, pour rebondir sur ce que tu as dit, ici c'est le cas, et c'était encore le cas plus il y a quelques années. C'est maintenant qu'on recommence, on commence les Africains à prendre, on va dire, ce qui nous est dû. Naturellement. Oui, normalement c'est ça. Mais c'est le cas, c'est eux les plus puissants, on va dire, c'est eux qui ont les poches les plus profondes et on ne va jamais changer ça, mais on a réussi à réaliser quelque chose. Maintenant, quand je dis que ce qui m'a mené ici, c'est un concours de circonstances, c'est que on commence toujours par les jobs de 9 à 17 heures et on commence à s'intéresser un peu au domaine. Et à un moment donné, je réfléchissais, je suis logisticien de formation, donc j'ai fait ça depuis, ce n'est que ça que je fais, et je suis tombé sur plusieurs personnes. Il y avait une personne qui m'a dit un jour, essaie de transformer partout, même si c'est une entreprise de quelqu'un d'autre, essaie de transformer ce que tu fais à l'intérieur pour te bénéficier, même si ce n'est pas maintenant, dans le futur. Et là, je suis tombé sur un réseau de personnes qui importaient ici et qui avaient comment dire ça, des contacts pour importer de la marchandise ici. Et ça m'a un peu plus intéressé et moi, j'ai trouvé ça comme un signe. Parce que j'avais déjà des amis qui m'avaient approché, mais se lancer dans le vide comme ça ne sert à rien complètement. Mais quand je suis tombé sur ces contacts et qui étaient concrets, allô, mon nom c'est Lionel, je fais dans telle chose, je veux faire dans telle chose, est-ce que vous avez des contacts de tel? Ah oui, ça m'intéresse. Et vous êtes où, Montréal? Moi je suis à Calgary. Est-ce qu'on peut se mettre ensemble? C'est comme ça qu'on a commencé à faire venir la marchandise. C'est comme ça que ça a commencé. Et de fil en aiguille, on était d'abord en ligne.
Et l'épicerie en elle-même, elle existe depuis le 22 juillet 2023. Donc ça fait à peine 2 ans qu'on est ouvert ici, mais l'entreprise en elle-même existe depuis 2018. Ah ouais, donc tu as commencé d'abord par faire de la livraison en ligne. Exactement, c'est comme ça qu'on nous connaît à la base. Ok. Non, c'est ça, on importait les produits. Comme je dis, c'est mon domaine. Au moins, sur ce côté-là, je n'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter. Et on a commencé à distribuer. Avec la Covid, ça a explosé. Tout le monde était à la maison. Donc, vente en ligne, donc ça a marché. Mais après la Covid, les habitudes sont revenues. On avait déjà travaillé une certaine notoriété. On a dit, bon, okay, pourquoi pas l'utiliser pour ouvrir quelque chose de physique. Nous aussi. Tu as ouvert toi-même la brèche vers la prochaine question. Et je veux vraiment que tu nous expliques pourquoi ce sont des Asiatiques qui se retrouvent à être ultra dominants dans la vente des produits africains. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent? Est-ce que c'est parce que ce sont des métiers qui n'intéressent pas les Africains? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas de réseau? Qu'est-ce qui fait que ce sont des Chinois, des Pakistanais, des Indiens qui vendent de la nourriture africaine partout dans le monde entier? Les Africains sont partout. Donc, qui dit, généralement, quand on ouvre un business, c'est que tu as l'offre et il te faut la demande. Étant donné que les Africains sont partout, ça veut dire que forcément, les produits qu'on importe, il y a la demande. Les Asiatiques et les Indiens se lancent à l'intérieur parce qu'ils vendent. Tu vas partir voir un Indien ou bien un Asiatique, est-ce que tu sais c'est quoi le bobolo? Ah oui, je sais, j'ai tel fournisseur qui me vend le bobolo. Est-ce que tu as déjà goûté le Jamais. bobolo? Il va dire, jamais, j'ai jamais goûté le bobolo. Est-ce que tu sais à quoi ça ressemble même sous la feuille? Non, j'ai jamais. C'est ça que nous, on veut. Et bon, il ne faut pas se mentir, ils ont plus d'argent que nous. Ben, malheureusement, c'est ça le truc, parce qu'ils ont compris très tôt que le business a grandi quand on se met ensemble. Et ils sont très très forts dans la communauté. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un Asiatique qui se trouve à la rive sud de Montréal, va toujours venir chez son frère qui a son magasin, même s'il est à l'autre côté de Montréal, parce que c'est la communauté. Ce que nous, en ce moment, j'aime à croire que c'est en train de naître, mais c'est ça d'abord notre premier plan qui... L'individualisme. L'individualisme dans la communauté africaine. Malheureusement, je sais peut-être que les gens vont dire non, c'est pas vrai. Non, c'est ça. C'est ça qui tue. Et ce ne sont pas les projets qui ont manqué. Il y a énormément de projets qui ont même vu le jour, qui ont commencé à rouler. Après 2 ans, tu comprends, c'est fermé. Pourquoi? Bon, je ne sais pas pourquoi c'est fermé, mais c'est fermé. Mais là, Et pourtant, il y a la demande, on voit les Africains. Il y a la demande. Ben, En fait, ce que tu veux dire, c'est que les Africains ne consomment pas communautaire. Non, pas encore. C'est-à-dire qu'ils vont plutôt avoir la logique de je vais consommer au supermarché le plus proche de chez moi. Je ne veux pas forcément me prendre la tête à aller un peu plus loin pour soutenir. Non. Petite nuance à ça, c'est que le même Asiatique, le même Indien, lui, il a le choix chez lui. Donc, ça veut dire qu'il a la capacité, avec ses poches profondes, de mettre des produits africains, de mettre des produits chinois, des produits indiens, des produits de toutes les communautés, parce qu'il a la capacité. Or, moi, je parle d'abord de ma propre personne. Moi, j'aimerais partir dans un endroit où je fais le moins de tours possible. Je veux aider ma communauté et je l'aide le maximum possible. Mais si c'est que tu prends du point de vue client, et quelque chose qu'on doit améliorer, c'est de donner le choix au client. Moi, j'aimerais que quelqu'un rentre au magasin. Et Lionel, tu as la viande de bœuf, tu as la viande de mouton. Je dis oui à chaque fois. Là, ça va le forcer à revenir. Mais si c'est qu'il a le premier produit qu'il demande, ah non, ben, tu peux partir de l'autre côté de la route, tu vas trouver. Ça crée une brèche. C'est un petit point, mais qui fait toute la différence dans ce genre de... L'approvisionnement. L'approvisionnement. Et l'approvisionnement, encore, c'est quelque chose qui se construit. Et pour le moment, il y a certains qui se démarquent. Et moi, j'essaie de me démarquer dans ce sens. Mais en ce moment, il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens. C'est quoi les challenges? Qu'est-ce qui fait que tu n'aies pas les produits ou qu'on puisse ne pas avoir les produits alors que les produits sont disponibles au pays en vrac? Barrière de sortie au Cameroun, il y a plein de produits qui sont déjà fermés. Ça veut dire quoi fermé? Je me rappelle une époque, je pense que c'était en 2019, le gouvernement avait mis un veto sur les feuilles de coque, sur le maïs et d'autres produits. Donc ça veut dire que tout un pays comme le Cameroun, ils ont donné comme excuse qu'il n'y avait pas assez pour la consommation locale. Ça nous bloque déjà complètement. Donc ça veut dire que pendant un bon moment, on n'a pas eu ça. Notre plus gros coup je parle du magasin, c'était en 2019. On avait fait importer les épices en grosse quantité, mais parce que à l'aéroport, ils n'étaient pas capables de vérifier, soi-disant le scanner était en panne. On a tout rejeté notre machine. Quel aéroport? Douala. Douala? Ouais. Donc c'était notre première
expédition. Donc imaginez que tu commences un business directement comme ça. Quelqu'un d'autre aurait abandonné. Bien sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Tu mets toutes tes économies, surtout que moi j'avais vidé tous mes projets mis à l'intérieur. Première expédition. Ça c'était juste un des coups durs qu'on a eu. Malheureusement, étant dans le commerce, vous pouvez imaginer, vous pouvez regarder, il y a des produits d'un peu partout. Donc ça veut dire que forcément, je ne peux pas juste ouvrir un magasin de produits africains. Et comme produits africains, je dis, je vends juste des produits camerounais. Donc ça veut dire que de toute façon, je dois m'allier à Et comment tu fais pour avoir des produits congolais, des produits ivoiriens? Je cherche sur les réseaux. C'est comme ça, de bouche à oreille. Ah oui, c'est toi, moi, c'est Lionel, c'est comme ça que ça marche. Pour le moment, il n'y a pas encore de structure adéquate pour dire qu'il y a une sorte de plateforme. Mais pourquoi c'est difficile? Je veux dire, il y a des Ivoiriens, il y a des Congolais, il y a des Béninois, des Togolais, ils sont tous là. Oui. Pourquoi c'est difficile d'avoir des produits de leur pays? Il faut des réseaux, pourquoi? Je veux dire, et pourtant, c'est qu'il y a des agriculteurs au pays qui ont du mal à vendre leurs produits. Pourquoi toi ici, tu as du mal? La structure. Structure. Il n'y a pas une structure. Le point où je voulais en venir, c'était j'ai rencontré un importateur tunisien. Je suis entré dans son entrepôt. Lui, Tunisie, c'est l'Afrique, on va se dire ça comme ça. Et c'est exactement le sourire qu'on a quand on entre. Mais quand je suis rentré dans son entrepôt, j'ai vu les produits, la qualité de l'emballage, la qualité du détail dessus, tout était au millimètre. Et dont toutes les normes étaient respectées. Je dis, pourquoi vous, c'est si bien structuré et nous, il dit que le gouvernement a beaucoup investi pour développer le domaine de l'agriculture. Vous avez dit que déjà en partant, nous on part avec, même si tu trouves quelqu'un qui va te faire le produit, rien ne te garantit que la personne va te donner le bon produit. Toujours dans cette première expédition, on avait fait venir les bobolos. On avait commandé pour commencer un 300 kg de bobolo. Et en arrivant ici, les 100 premiers kilos étaient bons. Et après, c'était tout sablé, mince. Et quand tu appelles, ah non, c'est que moi, je savais que tu voulais 300 kilos, mais je ne voulais pas te décevoir. Je suis parti chez la maman du quartier, j'ai acheté le bobolo pour compléter ta commande. La maman du quartier, tu ne connais pas où elle a pris. Elle se bat comme elle peut se battre, mais elle-même souvent ne sait même pas comment le bobolo a été fait. Donc ça veut dire que tu pars déjà à base avec quelque chose que tu ne sais même pas comment on a fabriqué. Une chance sur deux pour que ça réussisse. Tu crois souvent les doigts que bon, espérons que ça va passer, mais à plus croiser le doigt en business, c'est comme si c'est que tu te tires une balle dans le pied. Tu ne peux pas juste croiser le doigt, c'est que tu dois avoir une structure que je sais quand je prends le bobolo. Tu dois avoir des certitudes. Tu dois avoir des certitudes. C'est ce qui nous manque au Cameroun. Au Cameroun, en précis, parce que c'est par là-bas que j'ai commencé. J'ai tendance à voir que les autres communautés ivoiriennes, en commençant dans l'Afrique subsaharienne, ont tendance à être un peu plus élevées que nous. Quoique les Camerounais, certains qui ont compris comme moi, essaient de se démarquer. Ils se démarquent très très fort. Donc je travaille avec plein de partenaires qui ont d'immenses projets et des projets qui valent vraiment la peine d'y associer. Un Camerounais en particulier, je ne sais pas si c'est que vous avez entendu parler de Fresh Crop. Fresh Crop. Donc lui, avec plein d'autres personnes, je ne sais pas si vous avez fait le tour de Montréal. Pas encore. C'est ça, donc vous n'allez pas manquer. Mais il y a des gens qui essaient de se démarquer parce que c'est le seul problème. Tu auras pour vouloir m'aider à en achetant mes produits, à me supporter dans la communauté. Mais si tu viens une fois et que mon bobolo n'est pas bon, qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Ce n'est que ça. Donc le jour qu'on aura une structure pour contrôler notre qualité, c'est ce jour que contrôler la qualité des produits au départ. On va gagner. Et on va gagner très gros. Très très gros. Parce que le jour même qu'il y a un problème chez les Indiens ou les Chinois, lui n'est même pas capable de te dire qu'il y a un problème. Parce qu'il ne sait pas à quoi ça ressemble réellement. Mais quand tu parles depuis de profondeur de poche, ça veut dire quoi? C'est un business là, il faut être liquide. C'est un business là, parce que... Surtout au début, oui. Ok. Ouais, c'est beaucoup d'investissement. Et bon, investissement, beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts aussi. C'est quelque chose. Est-ce qu'au Canada, c'est compliqué d'ouvrir un business comme ça? Est-ce qu'il y a trop de normes ou alors ça va? C'est plutôt que... C'est pas compliqué. Non, ok. C'est pas compliqué ni complexe. C'est qu'au Canada, on connaît toutes les règles. C'est bien établi. Tu veux ouvrir, il te faut quoi? Certificat de tel, permis de tel. Tu les as tout. Tout est listé. Mais est-ce que c'est que tu es prêt avec la paperasse qui va avec? C'est facile, honnêtement, je veux le dire. Peut-être je le dis, c'est un peu biaisé de mon côté parce que moi je le fais depuis un moment, je suis capable de te dire, si tu fais ça, ça va marcher.
Mais c'est pas comme si c'est qu'on te ferme complètement, on te ferme complètement les portes. Non, au contraire, c'est ouvert. Maintenant, il faut juste travailler ton business et essayer de réussir dans quelque chose. D'accord. Mais oui, ça prend beaucoup de liquidité pour commencer. Donc tu dis que la différence avec les Asiatiques, c'est qu'un, ils ont plus de moyens financiers. Oui. Mais comment ils font donc eux pour toujours avoir des produits? Parce que quand tu l'as dit, quand on entre dans une de leurs épiceries, il y a pour tout le monde. Oui. Donc ça veut dire qu'eux, ils ont déjà des fournisseurs dans tous les pays. Oui. Pas tous les pays, c'est maintenant, maintenant que certains s'essayent de partir directement dans les pays d'origine. Avant, c'était ici. On se rue tous vers eux pour dire ok, j'ai tel produit, est-ce que ça t'intéresse? Bon, lui va juste rester tant aussi longtemps que le prix est bon et que les clients ne reviennent pas avec des plaintes. Il va te prendre même des conteneurs entiers. C'est ça. Maintenant, il y a certains qui s'essayent, ils vont directement sur place pour négocier des contrats avec nos grosses entreprises pour avoir le monopole sur les produits. Donc, ça veut dire que acheter un produit camerounais, tu es obligé de passer par une autre personne pour les avoir parce qu'il a gagné le monopole sur ça. D'accord. Il y en a plein. Il y en a plein de produits et malheureusement, sur les produits, ils ont déjà fait leur nom. Donc tu ne vas pas demander à un client, ne prends pas ça parce que c'est telle personne qui l'a, mais prends plutôt ceci. Un client qui dit déjà que ça coûte cher. En plus, je suis en train de lui demander de mettre son argent dans un produit qui n'est pas sûr que c'est aussi bon que celui auquel il est habitué. Mais celui auquel il est habitué, ce n'est pas un Africain, mais ce n'est pas un Camerounais qui détient le monde. Mais pourquoi tu ne sécurises pas tes approvisionnements toi-même en soit lançant de l'agriculture au pays pour pouvoir toi-même avoir ce que tu veux, ou alors en ayant une structure au pays spécialisée dans les achats. Un projet. Dont leur métier, c'est aller acheter à gauche, à droite, et ils assemblent et ils t'envoient. C'est un projet. C'est vers ça qu'on... En même temps, tu ne veux pas survivre dans ça si c'est que tu n'as pas une sorte de solution à la source. C'est impossible. Tu vas juste, comme on dit, buy and sell. Tu ne peux pas faire ça tout le temps. Ça peut marcher, mais tu vas toujours stagner. Au moment qu'il y a un problème, si c'est que tu n'as pas de solution, c'est mort pour toi. Mais c'est ça, c'est un projet. On est en train de lancer de gros projets, on est en train de s'associer. Comme je disais, j'ai pris l'exemple tantôt de Fresh Corp, on est en train de lancer de gros projets au Cameroun. Et bon, j'ai dit qu'on ne croise pas les droits, non. Mais je pense que ça va donner quelque chose de bon. Alors, revenons un peu à la clientèle, les approvisionnements, le transport. Ça, bon, je me dis que la logistique, ça va. Il y a des navires qui font oui, la navette sans problème. Pourquoi il n'y a pas suffisamment de commerce comme le tien dans tous les quartiers? Je veux revenir à une des raisons que tu as dit tout à l'heure. L'intérêt, c'est maintenant que l'intérêt grandit. Et c'est maintenant que les gens commencent à s'intéresser. Ok, on fait comment? Comment ça se fait que celui-ci a réussi? Moi, ça a toujours été mon rêve d'ouvrir une épicerie et je faisais ça au Cameroun. Pourquoi moi, je ne peux pas faire? En ce moment, on a aussi lancé une cohorte de formation avec un ami qu'on a en commun, Stéphane Chouapi. Oui. On a lancé une cohorte de formation pour des personnes qui sont intéressées au business. Vous savez que nous sommes là non seulement pour vous dire ce qu'il faut faire, mais en même temps pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. Parce qu'on n'arrive pas où nous sommes, même si nous ne sommes pas encore un immense supermarché, mais on n'arrive pas ici sans avoir fait des erreurs au préalable. Le but, c'est d'accompagner ces personnes-là qui veulent entrer dans le même business, sachant qu'il y a les clients. Je ne peux pas prendre, même si c'est que j'avais 10 millions de mains, même si je remplissais le magasin je ne peux pas satisfaire toute la demande. Donc, ça veut dire qu'on a toujours besoin de quelqu'un qui va prendre le contrôle d'un certain secteur et c'est là où nous on intervient. Nous on essaie de diriger ça pour que ça n'évolue pas de manière anarchique. C'est ce que nous on fait. Et stratégiquement, qu'il y ait des commerces qui s'ouvrent. Exactement. Et ça crée un réseau. En faisant un réseau. Exactement, ça crée un réseau, ce qui fait que notre projet qu'on a au Cameroun peut faire venir de grosses quantités de manière plus structurée, ce qui fait qu'on a déjà 1, 2, 3, 4 personnes qui, ok, on a fait une formation ensemble, on vous a aidé, machin, il y a tel conteneur de tel truc qui arrive, est-ce que ça vous intéresse? C'est comme ça qu'on veut évoluer. Ça prend le temps que ça va prendre, en même temps, on ne peut pas juste claquer des doigts pour que ça marche. On va se cogner la tête plusieurs fois, mais ça avance. Parlons un peu de chiffres. Est-ce que c'est rentable ce business? Ça rapporte de l'argent? Break-even, par expérience et pour mes études, break-even, on l'atteint à partir de 3 ans. 3 ans, 3 ans et demi, mais c'est que ça doit être consistant. Parce que les charges fixes sont là. Donc que tu vendes, tu dois payer le loyer.
tu dois payer l'électricité, tu dois payer les salariés. Donc ça veut dire que il faut que tu vendes et il faut que tu vendes vite. Et pour que tu vendes vite, il faut que tu sois connu le plus rapidement possible. Et pour que tu sois généralement, le temps pour que tu sois connu le plus rapidement, on va dire c'est 2 à 3 ans. Comment tu fais ton marketing? Est-ce que c'est essentiellement du bouche à oreille? Est-ce que tu as d'autres stratégies? Bouche à oreille, je m'associe souvent avec des personnes comme Stéphane. On parle sur les réseaux sociaux. On a un community manager, lui qui fait un super travail, qui nous fait des annonces à chaque fois sur nos pages. Et on s'implique aussi dans le volet, on va dire, social. Par exemple, cette année, on organise un festival. On va organiser un festival le 30 et le 31 août à Montréal. Le but du festival, c'est d'abord, bien évidemment, pour faire connaître le business, c'est qui, nous sommes qui. 2, c'est de réunir les personnes qui sont intéressées à notre business, qui sont intéressés à s'associer à notre business, même s'ils ne veulent pas faire la même chose. On va te dire, ok, Lionel, je l'ai vu la dernière fois, il m'a l'air quand même bon dans ce qu'il fait. Moi, j'ai mon entreprise immobilière, j'aimerais, par sa plateforme, présenter ce que je fais à la communauté. C'est ça le but de notre festival qu'on va organiser. Et à côté de ça, on va essayer de profiter à l'africaine. Donc on va mettre des jeux de notre enfance, des compétitions de soccer masculin, féminin. Et ça va s'étendre sur 2 jours. Vous êtes tous invités si c'est que ça vous intéresse. Mais c'est comme ça qu'on essaie de s'intégrer. Parce que quelqu'un m'a dit un jour, c'est pas parce que ça, à un moment donné, c'est un peu difficile que tu vas arrêter d'avancer. Donc il faut toujours mettre un petit pion devant l'autre, même si c'est dur. L'accumulation de tout ce qu'on fait en avant, ça va donner quelque chose. C'est comme ça que moi je pense, c'est comme ça que je ne suis pas encore devenu fou. C'est comme ça que je veux continuer d'avancer, c'est comme ça que je vais réussir. Alors, juste une petite question, parce que j'ai l'impression que là derrière, je ne sais pas, c'est une chambre froide. Ah non, c'est une ancienne banque en fait. Ici, nous sommes dans une ancienne banque. Ça, c'était une porte, ça nous a... Un coffre-fort. C'est un ancien coffre-fort et il y a beaucoup de difficultés pour l'enlever et c'est un peu ouvert parce que ça se refermait de manière automatique. Donc, on va laisser comme ça. Je ne veux même pas imaginer ce qui se passe si c'est que quelqu'un rentre. Mais éventuellement, c'est ici qu'on va mettre notre chambre congelée. Une chambre congelée et on va grandir comme ça. Et au sous-sol, c'est à peu près le même espace qu'ici pour le stockage et une autre chambre froide. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'évoluer, c'est comme ça qu'on avance. Les viandes. Vous faites venir les viandes depuis l'Afrique? Non. Le bœuf, tout ça? Non. Malheureusement, encore contrôle qualité, c'est pas autorisé parce qu'il n'y a pas une sorte de contrôle sur les viandes qui viennent de notre pays. Donc les viandes qu'on a ici, ce sont des viandes qu'on achète directement ici avec des abattoirs qui sont directement implantés ici. C'est vrai, certains vont dire que ce n'est pas le goût qu'on connaît en Afrique, peut-être c'est vrai, mais en bout de ligne, tu as de la viande dans ton plat et c'est contrôlé et on a en bonne quantité. Donc c'est comme ça qu'on essaie d'avancer. Ce qu'on peut attaquer, on attaque, mais ce qu'on ne peut pas attaquer, malheureusement, on laisse tomber. C'est quoi les produits que tu as le plus de... Parce que les boissons, je vois qu'il y a... C'est quoi les produits, du coup, que tu fais venir? Tu évites les produits périssables? On évite les produits périssables. Il y a certains produits qui sont complètement interdits d'entrée, comme je dis, mais notamment les viandes. Même certaines boissons camerounaises, je ne sais pas si vous avez remarqué déjà, il n'y a presque plus aucune boisson camerounaise. Les taupes, tout ça, les brasseries? Certaines taupes, mais tout ce qui est... c'est un peu technique, colorant, un peu qui dépasse la limite au Canada, on le bloque complètement. Une boisson qui n'est pas écrit en français et en anglais, ou bien juste en français, au Québec, ça n'entre pas. Donc il y a plein de normes qu'on doit respecter comme ça. En même temps, c'est dans cette jungle-là on doit essayer de trouver, je reviens encore sur le mot-clé, une structure pour essayer de se positionner, essayer d'avancer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu as un partenaire au pays, en fait, tu es ouvert pour avoir un partenaire au pays qui peut te mettre à disposition de la nourriture aux normes canadiennes. Parce que du coup, par exemple, quand tu me parles de boissons, ça veut dire que tu peux avoir un partenaire qui va faire des jus, par exemple des jus d'ananas, les jus de nos fruits là-bas, mais avec un packaging qui répond aux normes, par exemple de français, anglais, ainsi de suite. Exactement. Ce genre de choses. Ce genre de choses. Et ça, tu n'as pas ce genre de partenaire en 2025. C'est ça qu'on travaille. Malheureusement, c'est difficile. On va voir, il y a beaucoup de personnes qui se lancent solo et c'est comme ça que ça commence un peu à marcher parce que les personnes généralement qui se lancent solo, c'est qu'ils ont une vision. Une vision et quand ils arrivent au Cameroun, ils savent déjà, ok, j'ai eu tel problème avec tel produit, mais moi, cette fois-ci, moi, je vais contrôler ce produit pendant qu'on s'est en train d'emballer. Parce que quand on ne mente pas,
Moi, la dernière fois qu'on a fait, le dernier conteneur qu'on a fait, j'avais toute une équipe qui contrôlait les gars qui emballaient. Non, fais ça, non, si tu as mal fait, j'avais envoyé les emballages d'ici. Donc pour dire, côté emballage, on ne veut pas n'importe quoi, c'était d'ici. Mais il suffisait juste qu'on tourne le dos. Dès qu'on tournait le dos, c'était fini. Ça nous a créé... Non, mais c'est bien que tu dis ça pour que les gens se rendent compte. Je l'ai déjà dit, il y a un niveau d'amateurisme incroyable. Malheureusement. Et pourtant, tu payes. Hein? Oui. C'est pas comme si le gars n'est pas payé. On paye un fournisseur pour qu'il envoie une marchandise. Le client est obligé lui-même de faire les emballages. Il envoie les emballages et il doit assister pendant qu'on est en train d'emballer sa marchandise parce que s'il tourne le dos, le gars triche. Oui. Et c'est automatique. Bon, j'ose. Peut-être j'ai été malchanceux de tomber juste sur ce genre de personnes. Il y a des exceptions, mais ce sont les plus nombreux. Oui. Malheureusement, et c'est ça qu'on doit... Ça revient à ce qu'on disait au début de la conversation. C'est ça qu'on doit changer. Et comme je dis, malheureusement, on n'est pas assez, comment on dit ça, liés pour le faire ensemble. Mais il y a des gars qui se réveillent et qui le font très bien. Qui commencent à le faire très très bien. Et ça donne des retombées. Comme par exemple, ça c'est une Camerounaise qui a fait ça. Une Camerounaise qui l'a fait. Ça, au pays, hein? Non, mais elle fait venir la matière première du pays, mais elle emballe ici. Regardez la différence. Parce qu'elle a compris ce que les gens veulent. Le produit est bon à l'intérieur et en plus le packaging t'attire. Tu as envie de savoir, même si tu ne vas pas l'acheter, tu as envie de savoir c'est quoi exactement. Oui. C'est un exemple, c'est comme ça qu'on est en train de se diriger. Et moi, j'ose espérer que dans les années à venir, ça va changer parce que la demande est là. Si je ferme aujourd'hui, quelqu'un d'autre va... Il suffit juste que je mette sur les réseaux que l'OVAF va vendre. Ça. Oui, c'est comment tu vends. Ça va courir parce que la demande est là. Mais nous, on a eu le cœur de lancer. C'est juste ça. En fait, c'est une question de courage à la fin. Parce que oui. De ce que tu me dis, ce n'est pas un business sorcier, quoi. Il faut beaucoup de courage, de la discipline, des fonds et de la persévérance parce que tu vas rencontrer... Et c'est chaque jour. La persévérance, c'est chaque jour. Il y a des périodes où moi, je chuchote à 4 h du matin. Je ne sais même pas pourquoi j'ai chuchoté. Ah non, je peux me rendormir. Je regarde le 4 h, ok, je ne peux pas me rendormir. Juste comme ça, mais tu sais que tu es en train de construire quelque chose. Honnêtement, même si c'est souvent difficile, je suis quand même fier de comment on est en train d'avancer, mon équipe et moi. Parce que oui, il faut le dire aussi, c'est vrai que le business a commencé avec moi, mais j'ai des partenaires. Comme l'autre, tout à l'heure, ton partenaire est entré, il a parlé, c'est un de mes partenaires dans le business. Il y a plusieurs qui m'aident. Si j'étais seul, oui, ça, ma femme est là aussi pour me porter. Seul, non. En fait, n'importe quel business, si que tu te lances seul et que tu n'as pas le mental d'acier, je parle avec ma petite expérience. Je ne suis pas encore millionnaire, mais ma petite expérience, c'est ça que ça me dit. Merci beaucoup Lionel. Merci beaucoup. De nous avoir ouvert tes portes merci. Pour parler de cette industrie-là qui est ô combien utile et qui pour moi fait notre honte parce que c'est juste insupportable de voir que même pour la nourriture, moi j'ai été dans des échoppes à côté de la maison, là où tu arrives, tu vois bien que le gars il ne sait pas ce que c'est que le lion dans le bobolor, il ne connaît pas la qualité du produit, il vend juste. C'est tout. C'est même moi qui lui avais dit. Je sais plus, il y avait un problème dans son truc ce jour-là. C'est moi qui lui ai dit et il a dit ok, il va remonter ça. Mais tu vois qu'il n'a aucune idée de ce qu'il vend, mais il fait de l'argent avec. C'est pragmatisme. Oui. C'est pas ça qu'on veut faire. On veut faire de l'argent, oui, mais en donnant. Mais bien sûr, toi, tu ne vas pas accepter ce genre de produit. Non. Parce que tu sais que ce n'est pas un bon produit. Et le pire, c'est que le client va être normalement plus exigeant avec toi qu'avec le Pakistanais. Parce qu'il va se dire, bon, le Pakistanais ne sait pas ce que c'est. Mais si toi, tu lui vends un truc comme ça... Je vois mes messages. Souvent, je reçois des messages, je dis, ok, j'ai compris, merci beaucoup. Parce que malheureusement, comme on se dit encore, on ne contrôle pas encore complètement notre approvisionnement. Donc, même nous, on peut avoir... on fait faire face à... Oui, on peut avoir des failles. Mais étant donné qu'on connaît quand même le produit, on essaie de se rajuster le plus vite possible. C'est comme ça que nous, on pallie. Merci beaucoup en tout cas, Lionel, de nous avoir fait découvrir ton univers. Les amis, si vous êtes au Canada, si vous êtes à Montréal ou aux alentours, l'OVAF, il est à Laval. Et j'espère dans quelques mois, années, soit il va s'étendre, soit il va aider d'autres à s'étendre pour créer un réseau. Exactement. On avance. Courage. Merci beaucoup. Merci. Les amis, soutenez Léon, le soutien passe par la caisse. Ciao. Merci beaucoup.